Jacques Cheminade est l'invité de Preuve par Trois. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous dans le cadre de cette campagne officielle qui vous permet donc de faire valoir vos thèses, Monsieur Cheminade, et vos idées. Vous détonnez, on peut le dire, dans cette campagne présidentielle. D'abord en prétendant être le seul à relever aujourd'hui les défis intérieurs et internationaux. On verra si cette émission est une rencontre du troisième type, car l'espace et sa conquête est au cœur. Avec vous, c'est du deuxième type. Du deuxième type, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous êtes le second, il y a vous et moi. Ah, c'est vrai. Alors, le troisième type, je parlais de l'espace et sa conquête, qui est au cœur de votre engagement politique et de votre parti, Solidarité et Progrès. Frédéric Dumoulin de l'agence France Presse et puis Perrine Tarnaud de Public Sénat me rejoindront tout à l'heure pour vous interviewer. Ce n'est pas toujours un exercice facile, vous le savez, parce qu'il faut comprendre vos réponses. Certains vous décrivent déjà sur orbite, Monsieur Cheminade. Non, je suis tout à fait sur Terre et je vois mieux le danger de la désintégration du système financier et monétaire international, la décomposition de l'Europe et le risque de guerre qu'entraînent toujours des situations de ce type à l'avenir. Très bien. Alors vous essayerez d'être clair dans vos réponses, parce que les énarques ne sont pas toujours très clairs, mais alors les énarques dissidents, c'est parfois plus dur encore. C'est votre cas, un énarque dissident. Je crois être très clair pour les gens qui écoutent et qui savent ce qui leur tombe dessus. Alors j'ai vu que certains journaux ont renoncé à vous poser la moindre question. C'est le cas du journal Le Monde. C'est la mise à l'index, vous savez. Beuve-Méry disait dans les années 30, il condamnait la pourriture de la presse. J'espère que ça ne se reproduit pas aujourd'hui. C'est une mise à l'index et c'est une injure faite au pluralisme politique de faire ça. Et à votre personne qu'on associe toujours à certains mystères qui perdurent. Il n'y a pas de mystère. Moi, je croyais que les journalistes du Monde étaient tellement bons, tellement excellents, sachant tout, les meilleurs du monde, comme ils se prétendent eux-mêmes. Je croyais quand même que pour quelqu'un de simple comme moi, ils arriveraient plus ou moins à me situer. Mais il semble que non, que ça les dépasse. On va parler de la finance, évidemment. Vous aviez effectivement annoncé la crise financière de 2008. Il y a des années, vous aviez déjà dénoncé les dérives de la finance internationale, de Wall Street, de la City. Mais d'abord, je vois dans votre programme et dans votre livre-programme que vous voulez réenchanter la France grâce à la musique. Alors décrivez-nous l'action de ces brigades d'intervention artistique. J'étais hier soir à Orfèvrerie. Ce sont des gens, les petites mains symphoniques, ce sont des gens qui sont aussi drapos, qui sont des gens organisés pour mettre la musique à l'école. Et des enfants qui ont 5 mois de musique sont très capables d'être sur une scène et de jouer de petits morceaux. Donc, que dit Michel Serres, qui est très intéressant? Il dit « Le cœur est le modèle réduit de la société idéale ». Et moi, je crois aussi. C'est pour ça que je pense à l'importance de la musique. Le cœur, la chorale. Bien sûr. C'est-à-dire que les gens voient leur voix, puis ils voient la voix des autres dans le même registre, puis ils voient les autres registres de voix, puis ils voient le groupe, et ils voient que finalement, ce qu'on chante est quelque chose qui dépasse complètement l'addition de la voix des uns et des autres, quelque chose de beau. Donc cette beauté faite en commun crée un état d'esprit positif, et où on a le sens qu'on peut réussir dans la vie et qu'il faut se battre. Collectif, en tous les cas. Collectif, et... Vous êtes choriste vous-même? Non. Non. Non, je chante mal. Vous voyez, c'est pour le dévouement pour les autres, c'est pas pour moi. Vous n'avez pas parlé de vos brigades d'intervention artistique. C'est ça, une brigade, c'est des gens de ce milieu-là qu'on envoie un peu partout, dans les écoles, un peu partout, pour chanter. Pour jouer aussi dans les halls d'immeubles, dans le métro, dans les gares. Partout. Donc, partout, mais en commençant par l'école. Et en commençant par des gens qui s'intéressent vraiment à la musique classique. C'est-à-dire qu'il faut leur donner aux enfants les réalisations les plus belles de la culture universelle. Alors il y a quelqu'un qui l'a fait au Venezuela, c'est José Antonio Abreu. Et en France, il y a des gens qui cherchent à s'en inspirer et à faire un effort dans ce sens. C'est bien avant Chavez, D'accord. Alors, en tous les cas, votre petite musique se glisse dans la campagne officielle, je le disais, Jacques Cheminade, vos mots, vos concepts. Le nouveau visage du fascisme, pour vous, c'est donc Wall Street et la City de Londres. C'est quelque chose qui pratique une politique de purge et de saccage social. Donc, qui crée les conditions d'un chaos dans la société, qui est quelque chose d'extrêmement dangereux. Et vous savez que Eurex, c'est moi le premier qui en ai parlé dans cette campagne. Eurex a prévu le plus grande agence de produits financiers dérivés, c'est-à-dire de paris sur les prix futurs de tout. Et ils ont émis ce qui s'appelle un contrat à terme sur la dette de l'État français, et il sortira ce produit le 16 avril.
Donc c'est pas un hasard, c'est-à-dire c'est une pression mise sur le futur président de la République. Alors c'est une pression mise. Voilà, ça va être lancé sur le marché de Francfort, hein, Oui. c'est bien cela, Oui, dans quelques c'est jours. Deutsche Börse qui sur le gère marché européen des produits dérivés, C'est ça. donc un contrat à terme Absolument. sur les obligations françaises. Ce qui fait qu'avec 50 000 euros, on peut jouer sur 1 million d'euros, parce qu'il y a ce qu'on appelle un effet de levier de 20. On peut jouer 20 fois sa mise. Donc c'est un nouvel instrument spéculatif contre la dette française. Je vois que Jean-Luc Mélenchon, hier, s'est emparé également de ce combat. Ah, il a repris ce que je disais. Moi, j'en ai parlé il y a 3 jours, donc publiquement. Donc c'est vrai. Alors, Jean-Luc Mélenchon vous dira, c'est contre la gauche. Ce qui est vrai, c'est contre Hollande, lorsque Hollande a parlé de combattre son principal adversaire, qui est le monde de la finance. Et il a dit qu'il fallait séparer les activités bancaires. Moi, je vais beaucoup plus loin, parce que le combat ne peut pas être mené à moitié. Mais c'est contre Hollande. Mais c'est aussi contre Sarkozy, s'il est élu. C'est contre la France. C'est contre les États-nations. Contre notre dette. Pas seulement contre notre dette, contre la résistance au démantèlement financier que peuvent représenter les États-nations et la politique des États-nations, tous d'ailleurs. Est-ce qu'on ne les alimente pas, ces spéculateurs? Est-ce que nous ne sommes pas les premiers responsables de ce qu'il nous arrive, Jacques Cheminade? Nous ne sommes pas les premiers responsables. responsables, c'est eux qui ont organisé des marchés de paris. Mais j'allais vous parler de la dette, Il y a autre chose. On joue sur ce qu'on mange. On joue sur ce qu'on mange. On joue sur les produits alimentaires, sur le blé, sur les matières premières. On joue sur ce qu'on respire, c'est le droit à la pollution. On joue même sur la vie, puisqu'on joue sur empilement et en titrisant des assurances-vie, en jouant sur ça. Donc il y a tout un jeu qui se fait sur des choses sur lesquelles on ne devait absolument jamais jouer. Il faudrait l'interdire. Et pour ça, il faut un accord international, parce que si on l'interdit en France, ça sera fait à Londres, si on l'interdit à Londres, ça sera fait aux États-Unis, etc. Donc il faut une autre politique. Ah, c'est pas une autre politique, c'est un autre système, carrément, que vous proposez. C'est un autre système, mais un système ayant un projet, une vision différente de l'actuel, qui s'autodétruit. On a un système qui est en train de se détruire. Mais quelle est votre singularité? Parce qu'il y a des tas de candidats qui disent c'est trois comme choses. vous, en tous les cas pas tout à fait comme vous, mais qui disent qu'il faut maîtriser les marchés financiers. Ça, c'est vague. Tout le monde le dit. C'est joli, c'est vague et c'est un peu gnangnan, excusez-moi. Mais moi, je dis, il faut d'abord organiser en France ce que le président de la République ne peut pas faire, mais qui doit être organisé, une commission d'enquête parlementaire, comme Roosevelt l'avait fait avec Pécoran en 1933, pour voir où en est la question de la dette en France et des banques et de la crise financière. On la connaît quand même. Non, on ne sait pas ce qu'il y a dans les 500 milliards hors bilan de BNP Paribas. Je le dis toujours parce que c'est un exemple particulièrement frappant. On ne sait pas, il y a des effets toxiques probablement, c'est pas très joli. Et BNP Paribas avait, jusqu'à il y a quelques mois, seulement 3% de capitaux propres par rapport à 100 d'engagement financier. C'est pas beaucoup. C'est ce qu'avaient Lehman Brothers avant sa crise. Donc on est dans une situation où toutes les banques se trouvent dans un état disons, instable, extrêmement instable. Et elles veulent de l'argent pour se renflouer. Alors on le leur donne. La Banque Centrale Européenne a émis d'abord 489 milliards en décembre, puis 529,5 milliards en février, 1% sur 3 ans. C'est pratiquement un cadeau. Mais que font les banques? Est-ce qu'elles se prêtent entre elles? Non, elles n'ont pas confiance. Est-ce qu'elles font du crédit aux ménages ou du crédit aux entreprises? Non, elles n'ont pas confiance en l'économie. Donc elles vont replacer une partie de cet argent, pas tout, mais une grande partie, auprès de la Banque Centrale Européenne. Donc les intérêts financiers... Oui. Elle reprête à la Banque Centrale Européenne qui leur prête. À perte. C'est-à-dire ce qu'on appelle un portage négatif, c'est 1% et elles replacent à 0,25. C'est-à-dire qu'elles sont en perte de 0,75. Mais elles ont un refuge. Elles ont cherché un refuge en attendant une situation plus difficile pour elles. C'est-à-dire qu'elles ne veulent pas d'engagement parce qu'elles ne pourraient pas disposer de cet argent tout de suite. Que pensez-vous de l'expression bankster? Vous connaissez? Non, j'aime pas ces expressions comme ça. Ça a été utilisé par... Banque et gangster. Non, j'aime pas ces expressions-là, non. Parce que ce ne sont pas les banques ni les banquiers. C'est l'ensemble du système qui est un système pousse au crime, pousse à la destruction. C'est le système qu'il faut changer. Plus que d'hommes encore. Qu'est-ce qu'on fait des banques demain, sous votre règne? On garde et on protège les banques de dépôt et de crédit, bien sûr. Il les faut. Elles sont absolument nécessaires à l'économie. Et si elles font mal, si elles prennent trop de frais de recouvrement, si elles pressurent par des agios, par des frais sur les mouvements de compte, les clients, on les menace de nationalisation. Mais pour l'instant, il faut les laisser opérer, celles qui servent l'économie vraiment. Et les autres, celles qui ont spéculé, elles ont spéculé, elles ont gagné, tant mieux pour elles, elles ont perdu, faillite ordonnée,
faillite régulée, faillite contrôlée. Que répondez-vous à François Fillon qui, dans une interview cette semaine à La Vie, déclare que si les financiers ont tant d'importance aujourd'hui, c'est parce qu'on s'est endetté. Les États ne sont pas obligés de se mettre sous leur coupe. C'est une mystification que de faire croire à un complot international de financiers. Ce n'est pas un complot international de financiers, c'est un système qui fonctionne comme cela. Et je pense que François Fillon a beaucoup de culot. Il avait dit il y a quelque temps que les caisses étaient vides. Elles ne l'ont pas été, puisqu'on a avancé de l'argent aux banques et on accepte, avec la Banque Centrale Européenne et notre part là-dedans, de faire ces avances aux banques. Donc, d'une part. Et d'autre part, c'est vrai que les États ont accepté de perdre le contrôle de leurs dettes. C'était le 3 janvier 1973, la fameuse loi qui a dit que la Banque de France ne pouvait plus faire d'avance ni d'acheter les obligations du Trésor. Et on s'est livré au marché. Les banques, naturellement, ont prêté aux États un taux d'intérêt supérieur à celui auquel elles empruntaient. Ils ont fait de bénéfices sur le dos des États. Et les États se sont endettés. Au lieu de financer des grands travaux, au lieu de financer des investissements d'avenir, les États, c'est vrai, se sont acquis des clientèles, ont financé la consommation et sont tombés eux aussi dans la facilité. C'est toute la crise des subprimes aux États-Unis. Oui. Alors, vous considérez donc qu'on peut dominer la finance? On peut pas la dominer, c'est pas l'expression que j'utiliserai. Non, j'aime pas ces expressions de dominer. Par François Hollande qui le dit d'ores et déjà aujourd'hui, je saurais dominer la finance. On peut l'animer et la contrôler. Et être le cerveau... Ne pas être débordé par la finance. Non, ne pas être débordé. Et dire à Michel Pébrow qu'il n'est pas le chef d'État en France. Parce que Michel Pébrow susurre à l'oreille des puissants, et les puissants suivent. Mais il faut arrêter ça. On a besoin des banquiers, hein, vous l'avez rappelé. On a besoin des banquiers, mais de bons banquiers. On n'a pas besoin des banquiers qui mélangent l'investissement, qui mélangent le dépôt, qui mélangent le crédit, et qui ont des liens avec le monde de la City et de Wall Street. On a une situation actuellement en France de monopole financier. Si vous prenez toutes les sociétés du CAC 40, BNP Paribas a des représentants dans 47% des conseils d'administration. C'est ça l'économie libérale? Est-ce que vous sentez, je ne sais pas, l'adhésion sur vos thèses monter au cours de cette campagne, monsieur Oui, Cheminade? il y a beaucoup d'intérêt sur cette analyse et il y a beaucoup d'intérêt sur éventuellement les solutions. C'est-à-dire qu'il faut revenir à du crédit public comme on avait après la guerre, comme on a eu la croissance et le développement après la guerre. Là non plus, on n'avait pas d'épargne. Mais qu'est-ce qu'on avait? On avait un crédit qui était un pari sur l'avenir. On l'a fait, c'est l'expression de Louis Armand et des autres, des planificateurs de l'époque, les Fourastier, les Liberbou, les Philippe Lamour. Tous ces gens-là avaient un sens de l'avenir. Et ils ont joué et ils ont gagné. On a fait la France après-guerre, qui a été une grande réussite. On va parler de votre sens de l'avenir, hein, parce qu'il vous porte très 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 loin, hein, aussi loin que la planète Mars. On va en parler dans un instant avec Frédéric Dumoulin. Si vous sentez vos idées monter dans l'opinion, en tous les cas, vos militants ne sont pas si nombreux que ça. Hein, on parle de 2000 environ. Oui, c'est ça. Mais quand il s'agit de les rencontrer, eh bien, les médias tombent toujours sur le même. C'est l'expérience vécue par Julien Cholin. Je vous c'est pas vrai. Propose de suivre. Vous réagirez après. Il est resté à Paris. Vous connaissez un petit peu Cheminade? Ouais. Le militant qu'on montre aux journalistes, c'est lui, c'est Fabien. La vingtaine, ça fait 2 ans qu'il a quitté ses parents à Rennes pour se dévouer corps et âme à son candidat. Il est candidat à la présidentielle. Il est indépendant. On vient lever une armée de citoyens. Là, on est 2. 2 sur le marché, peut-être une dizaine en Ile-de-France. Pas facile de savoir combien ils sont à porter la parole de Jacques Cheminade. En tout cas, ils sont à temps complet. Fabien a tout lâché pour la présidentielle, mais il jure qu'il n'est pas rémunéré par son parti. Selon lui, tout est question d'organisation. Moi, je suis en colocation avec d'autres militants. Il y en a, ils ont leur propre appartement, ils se débrouillent comme ils peuvent. Certains sont qu'à mi-temps. Des membres dévoués, un fonctionnement étrange et un gourou américain controversé. Solidarité et Progrès étaient déjà soupçonnés en 2007 de dérives sectaires. Pas de quoi effrayer les 500 maires qui ont fait de Jacques Cheminade un candidat à la présidentielle. Alors aujourd'hui, sa marque de fabrique, c'est son projet d'expansion spatiale. Industrialiser la Lune et explorer la planète Mars, tout un projet de société pour Karel Verreken. Aujourd'hui, les gens disent l'espace, je ne connais pas. Vous savez que si vous avez un portable, ça marche comment un portable? Ça marche avec les satellites. Donc vous êtes dans l'espace. On va réindustrialiser la France en choisissant les hautes technologies. Oui, le parti a ses obsessions. La finance, la Lune, mais aussi Barack Obama ou la reine d'Angleterre, trafiquante de drogue. La banque qui gère la fortune de la reine a été... Elle a été, disons, mise en accusation d'avoir blanchi de l'argent. Voilà, une accusation effectivement portée sur la banque, une banque britannique, pas forcément la reine d'Angleterre elle-même. Hein, la banque Coutts, qui a été la banque de la monarchie britannique depuis toujours et qui a été épinglée maintenant. Mais ceci dit, demander à un Chinois
d'où vient une partie de l'argent du système de la monarchie britannique, pas la Grande-Bretagne. Et il vous répondra, guerre de l'opium. Hein. Frédéric Dumoulin, bonsoir. Journaliste Bonsoir, à l'agence monsieur. France-Presse qui Bonsoir, brûle. monsieur Dumoulin. J'ai envie de vous poser des questions précises. Oui. Donc en fait, quand on parle de vous un petit peu aux gens, dans les dîners, etc., les gens disent ah oui, monsieur Cheminade, en fait, c'est le monsieur qui se présente, enfin, qui veut se présenter au présidentiel, etc. En fait, on entend parler de vous uniquement à la présidentielle. Alors pourquoi miser uniquement sur cette élection? Parce que dans les dîners, on a l'oreille aux choses qui sont dans la presse et dans les milieux Non, mais établis, vous ne vous et on ne fait pas présentez trop attention vous à ce qui se présentez passe dans la assez peu. rue. On a une liste en Bretagne, à une Oui, élection mais- régionale, 10 500 voix, 1%, c'est pas si mal pour une première fois, Mais c'était avec en seulement Bretagne 35 000 uniquement. euros. Oui, mais uniquement en Bretagne, ailleurs, Ah est-ce ben, on n'a pas les moyens. Le système de financement public de la politique, le public, je ne parle pas des mallettes et des valises, les bongo-bongo. Le système public est un système dans lequel les partis en place reçoivent 75 à 80 millions d'euros par an, au prorata de leurs élus à l'Assemblée nationale et du nombre de voix obtenues, s'ils ont présenté plus de 50 candidats, chacun avec plus de 1%. Ce système-là sert les gens en place. Ceux qui n'y sont pas ne sont pas servis. Donc, Et d'autant plus, pour nous, que mon compte de campagne aux élections présidentielles de 1995 a été rejeté dans des conditions scandaleuses et qu'on m'a réclamé le remboursement des 150 000 on y euros reviendra. d'avance de l'État. Vous avez une ardoise, Mais- on y reviendra. mais juste... C'est une ardoise honorable et messieurs Chirac et Balladur ont eu un avantage qui est un déshonneur pour eux. D'accord. Donc en fait, quand on regarde un peu vos propositions, on se rend compte qu'elles sont assez iconoclastes. On a un petit peu de mal à vous classer. Parce que, Ce matin, M. Apathy m'a dit que c'était banal, donc je ne sais plus quoi penser. Banal Je sais pas. Donc, Non, en il fait, avait l'air quand même surpris hein, par certaines de dans vos le- propositions. Non, c'est l'espace. Tout le monde se concentre sur l'espace parce qu'on est dans une société de l'éternel présent, de l'immédiat. Il faut du résultat tout de suite. C'est le profit financier. Et on ne passe pas à 2 ou 3 générations devant nous. À l'époque de De Gaulle, de Kennedy ou de Gagarine, on aurait pensé comme nous pensons. Mais donc, parmi les candidats, donc vos 9 concurrents, on sait à peu près les classer tous sur le spectre politique, donc de l'extrême gauche à l'extrême droite. Et vous, on vous met où? J'ai toujours dit que j'étais gaulliste de gauche, Gaulliste et de si on gauche. creusait davantage, Dreyfusard. Donc, C'est-à-dire, divers j'aime pas qu'on gauche, tape vous sur seriez- l'opprimé. Et ce que je voudrais, non, j'aime pas divers gauche non plus. Parce que gaulliste, ça veut dire quelque chose de très spécifique. Mais vous avez Ça appelé veut à dire voter, mais 18 pour- juin 1940, un homme Ouais. qui s'est élevé au-dessus de ses attaches familiales, de son histoire. Pas tellement, puisqu'il était adhérent à Jeune République, un des premiers abonnés, le 7e abonné de Jeune République avant la guerre, qui était la gauche chrétienne. Mais quand on reprend Donc, De Gaulle, l'historique, 18 juin 1940, et Mendès, 18 juin 1954, les deux 18 juin. et quand on voit en fait dans l'historique des élections présidentielles, je crois qu'en 81, vous aviez appelé à voter pour M. Non, Giscard. Pour M. Giscard. C'est pas moi, c'est le parti qui avait appelé à voter Giscard. Moi, dans le secret de l'urne, je n'ai pu voter ni pour l'un ni pour l'autre. J'ai voté blanc. Je l'ai D'accord. dit déjà. Et en 2007, vous aviez voté pour Mme Royal. Vous avez- Oui, au premier et au second tour. Et cette fois-ci pour M. Hollande, vous voulez au Non, second tour. c'est pas sûr. C'est pas Si sûr. Monsieur Hollande vient d'être interviewé, il a dit qu'il était pour la séparation des activités de banque d'affaires, de banque de dépôt et crédit. Mais sous le même toit. Il ne veut pas d'éclatement de banque. Moi, je pense qu'il est dangereux de s'en prendre au monde de la finance à moitié. On ne peut pas, comme on ne peut pas faire un enfant à moitié. Donc, M. Hollande, s'il ne va pas assez loin, prend de très grands risques de chaos, de confusion et probablement de recul. Donc, dans ce cas-là, je voterai blanc, s'il continue à s'exprimer de cette façon. D'accord. Mais si jamais vous pensez que la réaction de Nicolas Sarkozy serait plutôt bénéfique par rapport à celle de M. Hollande dans ce cas-là, puisque vous dites qu'il est assez, en gros, qu'il est assez fou, qu'il va pas assez loin, M. Hollande, c'est ça? Il n'est pas, c'est pas un homme de caractère, c'est vrai. Ouais. Monsieur Sarkozy, c'est un homme de caoutchouc, il change tout le temps, il se déforme, il a une certaine résilience de temps en temps, d'autres fois non. C'est un homme qui est réactif, et c'est pas un homme qui est actif. Il a fait un très bon discours, le 25 septembre 2008, sur le changement du système financier et monétaire international. Le discours de Toulon. Oui, le discours de Toulon, Voilà. que je trouvais très bon. Mais il a tenu aucune des promesses qu'il avait présentées à Toulon. C'est-à-dire qu'il a fait le G20, les paradis fiscaux sont toujours là, les sociétés françaises y sont toujours. Il avait dit que les paradis fiscaux, c'est fini, c'est une citation. C'est à Pittsburgh, ça, après. Et il a dit aussi qu'il combattrait les dérives du capitalisme financier. Je dois constater que le 1er novembre 2007, on a adopté la directive européenne MIF, qui permet de constituer des marchés parallèles, tout ce que les Anglais appellent les dark pools, ce qu'on appelle plus poliment les plateformes alternatives, avec toutes les plus grandes banques qui ont une parfaite opacité, spéculent et jouent. Et ça, les Français disent « Ah, c'est une question générale, c'est une question qui se fait à comprendre ». Non, on nous fait les poches.
C'est ça ce que ça veut dire. Vous avez cité Nicolas Sarkozy, il a eu aujourd'hui un échange téléphonique avec Barack Obama pour dire que Barack Obama a dit qu'il était admiratif devant le combat mené par Nicolas Sarkozy. Que pensez-vous? Je pense que les deux pratiquent une politique de purge sociale et qui s'entendent pour la pratiquer. Donc ils se sentent en état, disons, de connivence l'un avec l'autre. Les États-Unis sont en train d'être saccagés, c'est ça qu'on ne réalise pas en France. Essayons quand même de comprendre, parce que si vous-même vous n'étiez pas candidat, vous tourneriez vers lequel des 9 candidats, des autres candidats? Je serais un polémiste qui, de façon ardente, mettrait la pression, écrirait, et peut-être à ce moment-là, les journaux prendraient mes articles, ce qu'ils ne font pas maintenant. Parce qu'ils me trouvent engagé en politique, et comme Le Monde, ils pensent que je suis un objet non identifiable. Moi, je suis très surpris, et je le répète, que les journalistes du Monde, qui sont tellement intelligents, si intelligents, et qui ont tellement d'informations, sont incapables d'identifier quelqu'un comme moi. Alors, il y a quand même des propos qui sont difficilement identifiables, si on parle d'OVNI, là, puisque j'ai lu dans votre livre, encore une fois, M. Cheminade, à propos de votre conquête du cosmos, qui a une identité... J'ai jamais parlé de conquête du cosmos. Ça, c'est l'école russe du début du XXe siècle. De Mars. Mars, en tous les cas, en faisant escale sur la Lune. Oui, ça, oui, bien sûr. Hein. Et vous écrivez... 2 générations. Il faut donc explorer et industrialiser le système solaire. À une identité terrienne se substituera une identité héliosystémique et galactique, suscitant à la frontière de nous-mêmes ce que nous portons en nous de plus humain. Vous avez trouvé la phrase la plus... apparemment la plus, je Comment dirais... vous qualifiez vous-même vos écrits, alors? Difficile à comprendre. Oui, donc, j'avoue. J'explique. Oui, elle est difficile à comprendre pour quelqu'un qui n'a pas eu l'esprit attaché aux programmes spatiaux des années 50 et 60 et à ceux d'aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, on est en train de massacrer les programmes spatiaux. Même Ariane 5 ME, qui doit permettre de lancer 12 tonnes, c'est-à-dire 2 satellites, on est en train d'arrêter le programme, quelque chose de très élémentaire. Et surtout, les programmes à long terme sont tous arrêtés. Non, mais quelle est l'identité que vous voulez substituer à notre identité? On a un peu les pieds sur terre. C'est vrai que nous avons une identité terrienne. Où on se sent d'abord... C'est quoi l'identité héliosystémique? D'abord, une identité terrienne, c'est-à-dire qu'il faut se sentir, disons, en état de sympathie, d'empathie avec ceux qui souffrent. Il y a 1 milliard de personnes en France qui ne mangent en Europe, dans le monde, il y a 1 milliard de personnes dans le monde, qui ne mangent pas à leur faim. Et il y en a même en Europe, puisqu'il y en a 6% apparemment en Île-de-France, d'après les derniers sondages. Donc, il faut leur donner les moyens de vivre. Ça, c'est la première chose. On n'ira jamais dans l'espace si on ne résout pas ce problème sur Terre. Pendant 2 générations, donc pendant 2 générations... Et après, non, ça, il faut le faire tout de suite. Oui. Il faut, entre autres, si vous voulez projeter sur le mur de la caverne de l'immédiateté, il faut faire une politique du pôle emploi, très vite, une vraie. Une politique, je ne sais pas, de sauver la médecine du travail. Une fois qu'on aura réglé nos problèmes sur Terre, il faut les régler, une autre identité. Mais en même temps voir long. Laquelle? C'est-à-dire voir héliosystémique en termes, et galactique. Ça veut dire qu'il faut penser, par exemple, qu'on doit savoir s'il y a ou pas de la vie sur des exoplanètes. Maintenant, on sait qu'il y en a, on les a identifiés indirectement. Si on met un observatoire sur la Lune, il n'y a pas les perturbations terrestres, il y a moins de gravité, bien sûr, 6 fois moins. On peut voir mieux avec des miroirs, et on peut voir plus loin. Et on utilise les technologies les plus modernes, et on peut voir s'il y a de l'oxygène ou l'ozone sur ces exoplanètes. C'est très intéressant s'il y a de la vie ailleurs. Ça change toute notre conception de l'univers. On ne sait pas, pour l'instant. On ne peut pas faire d'hypothèse. Après, on trouve de l'hélium sur la Lune, de l'hélium 3. Très utile pour faire la fusion thermonucléaire contrôlée, qui est l'énergie de l'avenir, 40 ou 50 ans. Donc, c'est demain ou après-demain. Mais si on veut aller vers demain ou après-demain, il faut commencer aujourd'hui et remettre l'économie sur le rail de l'investissement à long terme et du respect du travail humain. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Sur des sujets plus terre à terre, alors les sujets sociétaux qui ont pu alimenter en fait la campagne, on aimerait bien savoir en fait ce que vous en pensez vous, puisque je répète que donc a priori vous êtes pour le droit de vote des étrangers, vous c'est ça? Oui, aux élections municipales. Si vous classez ils sont là depuis 5 ans. À gauche que même. Mais je suis pour autre chose, qui est à mon avis encore plus important, c'est que vous ayez des maisons du citoyen dans les quartiers populaires, qui regroupent les services publics, y compris avec un interprète. Donc, qui est un accès qui soit créé, associé à des maisons du droit, où on enseigne aux gens quels sont leurs droits et leurs devoirs. Et comme à Lille, c'est fait dans la région de Lille, mais il faut le faire beaucoup plus, une école des parents qui associe les parents aux études de leurs enfants. Et alors, on a une intégration. Et je suis
pour qu'il soit constitué un ministère de la coopération, du co-développement et de l'immigration, et qu'on enlève l'immigration au ministère de l'Intérieur, et qu'on la mette dans un ministère qui soit un ministère à la fois qui voit l'émigration et l'immigration en même temps, pas seulement l'immigration, pas un seul sens. On sait que vous appréciez beaucoup M. Larouche, qui a des positions sur l'homosexualité quand même assez tranchées. Vous en pensez quoi du mariage homosexuel? Mariage homosexuel, alors je pose la question de cette façon. Il y a 3 choses en ce qui concerne les homosexuels. La première, je ne veux pas répondre seulement sur la question elle-même. La première, c'est le droit à donner son sang. On les en prive. Et ça, personne n'en parle. Arrêté du 12 mars 2009. Ensuite, et moi je suis pour que tout donneur de sang puisse donner son sang. Maintenant, il y a les enfants. Est-ce qu'un couple, homosexuel ou pas, qui adopte des enfants? Moi je suis pour, parce que je dis, il faut que les 2 parents partagent la responsabilité vis-à-vis des enfants, quel que soit leur sexe. Maintenant, le mariage des homosexuels, moi, je n'ai pas à trancher sur une question comme ça. J'ai mon opinion, mais je n'ai pas à trancher. C'est le Parlement qui doit trancher. En France, on pense tout remonte au président parle de tout. Dans une question comme ça, c'est au Parlement de trancher, c'est pas à moi. Mais justement, pour le Parlement, donc ça veut dire qu'on parle aussi du chef du gouvernement. Donc ça serait qui votre chef du gouvernement? Vous nommeriez qui à Matignon si vous étiez élu? Je voudrais nommer un économiste qui ait des compétences et qui ait un sens de ce qui se passe dans l'économie mondiale, qui a analysé ce qui se passe. J'en ai mentionné, il n'aime pas être mentionné, donc il pense qu'il vaut mieux être discret, ces économistes. S'ils sont à Matignon, il ne faudrait pas qu'ils soient discrets quand même. Parce que... Non, après une fois que je suis élu, il serait beaucoup moins discret. Vous savez, on est courageux mais pas téméraire dans ce pays. Avant d'être élu, vous sentez le soufre alors? Vous savez, il y a des journalistes ou parfois des politiques qui viennent avec une machine à lancer du soufre, et après, une fois qu'ils l'ont lancé, ils me disent « Tiens, vous sentez le soufre ». Ah bon? C'est comme ça que ça se passe. Bon, ben le Monde, pour lui, je pense, sent même pas le soufre, je suis mis à l'index. On dirait l'Inquisition, ou une époque où on effaçait les visages des photos. Mais ils refusent apparemment de vous interviewer parce qu'ils ne savent pas vraiment qui vous êtes. Oh là là, les pauvres chéris, ces gens si intelligents sont incapables de ne pas savoir qui je suis, allons donc. On se moque du monde ou quoi? Je ne sais pas si on a beaucoup appris sur vous au cours de cette émission, sur certaines de vos idées, mais sur vous, on va en parler dans un instant avec Perrine Tarnaud, car vous êtes toujours au cœur de certaines polémiques, hein, vous n'aimez pas ce genre d'interrogation. Vous avez encore une question, Frédéric? Je dois dire ma première expérience en France, oui. La déception en arrivant pour y faire mes études, sur la politique de la France en Algérie, j'ai combattu pour l'Algérie algérienne. Ni pour l'Algérie française, bien entendu, ni pour l'Algérie musulmane. Je pensais qu'il pourrait y avoir, si on respectait les élites algériennes, une politique d'entente. Elle ne s'est pas produite, parce qu'il y a eu dans l'armée française la destruction des élites algériennes, la fameuse bleuite, et je trouvais ça scandaleux. Très bien. Voilà, donc alors un élément, effectivement, de votre cursus qu'il était utile à cet instant précis de rappeler. Jacques Cheminade, merci. Frédéric, merci donc... Monsieur Cheminade, je le disais, vous le restez donc mystérieux à bien des égards. Vos références, votre gourou, votre mentor, Frédéric l'a cité il y a un instant. Je suis un cheval qu'on n'attelle pas, comme De Gaulle disait de Mendès France. Très bien. Alors, on va quand même faire un petit détour par les États-Unis avant d'accueillir Perrine Tarnaud avec Tam Tranui. L'histoire de Jacques Cheminade, c'est celle d'un ovni sur la planète politique. Celle d'un inconnu loufoque parvenu à 2 reprises à rassembler les 500 signatures pour devenir candidat à l'élection présidentielle. Et pourtant, sa trajectoire a commencé très classiquement sur les bancs des grandes écoles, HEC, l'ENA, puis un poste de haut fonctionnaire au ministère des Finances, avant de s'engager en politique avec un slogan désormais très actuel. Je pense qu'il y a une idée à défendre, qui est celle que l'économie mondiale est atteinte par un cancer financier qui ronge et qui détruit tout. Je veux le dénoncer, je veux dénoncer ses responsables et dire que c'est le premier sujet politique, c'est celui qui devrait être en tête de toutes les préoccupations des candidats. Tout aurait été sans doute différent si Jacques Cheminade n'avait pas croisé la route de l'Américain Lyndon LaRouche, cet homme politique qui s'est fait remarquer par sa constance, candidat 7 fois à l'investiture démocrate, et par ses déclarations extravagantes. Barack Obama est l'équivalent d'Adolf Hitler. Et comme lui, il a accédé au pouvoir grâce à l'Empire britannique. Ce type n'était pas qualifié pour devenir président des États-Unis. Et oui, Lyndon LaRouche est donc également persuadé que l'accession au pouvoir d'Hitler a été planifiée par le Royaume-Uni, que l'administration Bush a commandité les attentats du 11 septembre ou encore que l'homosexualité est un coup du KGB. Alors Jacques Cheminade assume-t-il jusqu'au bout les déclarations de son mentor ? Voilà, Perrine Tarnaud. C'est scandaleux parce que vous mélangez le faux et parfois un peu de vrai, des contre-vérités, et quelque chose qui est absolument scandaleux. Donc je trouve que ça
pour des gens qui n'ont pas lu ce qu'a écrit Larouche et qui ont recueilli des dossiers qu'on se transmet de main en main, c'est scandaleux. Ça, c'est ce qu'il y a sur les sites internet oui, officiels mais vous de lu Lyndon. Ses écrits, vous n'avez pas suivi Mais ses écrits. c'est ce qui marque lui-même sur il n'a jamais son dit site que, internet. par exemple, l'homosexualité était un coup du KGB. Il n'a jamais dit ça. Qu'est-ce qui vous séduit dans les idées de Lyndon Larouche? Une chose, quand j'ai rencontré, qui m'a semblé le plus intéressant. En quelle année vous l'avez rencontré? Comment? 1900, la première fois que je l'ai rencontré. Non, je l'ai vu dans une réunion publique. J'étais à New York et je cherchais un peu à voir ce qui se passait aux États-Unis. Donc j'avais été nommé à New York, je ne voulais pas aller aux États-Unis. Lui était déjà engagé en politique. Lui était déjà engagé en politique. Et moi-même, j'étais aux États-Unis, j'aurais voulu aller au Japon ou en Chine. Je ne voulais pas aller aux États-Unis. Je pensais que c'est là-bas que ça allait se passer. Sur lui. Donc voilà, aux États-Unis, je tombe sur lui. Et il a une analyse qui dit qu'il y a une financiarisation de l'économie et qu'elle va conduire à un désastre. On peut tirer les conséquences jusque-là. Moi, je l'ai tiré aussi. C'est l'époque de Busky, des Milken, tous ces gens qui, à Wall Street, commençaient à faire des montages extravagants, pour utiliser le terme comme ils le méritent. Donc, c'était très dangereux parce que c'était le court terme contre le moyen et le long terme. Donc ça, ce sont pour ces théories économiques. Économiques. Mais en même temps, ça, je savais, et ce n'est pas ce qui m'a intéressé vraiment. Ce qui m'a intéressé, c'est des théories sur la culture. Il disait, il se met en place une culture de l'instant, de l'instinct, du flash. Et cette culture de l'instant et du flash a un dénominateur commun avec ce qui se passe dans l'économie, sa financiarisation, qui est le court terme, qui est le présent. Et les gens ne penseront de moins en moins à l'avenir et sont de plus en plus dans une société où ils n'auront pas d'horizon long. Ils ne verront pas avec les yeux du futur. Et ils seront dans le présent. Ce qui est très intéressant, c'est que quelqu'un aux États-Unis qui s'appelle Eugene McCarthy, qui était le démocrate, qui a combattu Johnson et qui a combattu les gens en place, avait aussi cette idée-là au moment... Mais est-ce que ça veut dire que, par exemple, il faudrait supprimer Internet, les réseaux sociaux? Non, bien sûr que non. Tout ce qui accélère la communication c'est pas la chose. C'est ceux qui utilisent la chose. Internet, c'est comme les langues de Zop. Hein. Il y a le meilleur et le pire. Tout le monde vous le dira. Donc, comment éviter en partie le pire? En y amenant le meilleur. Moi, j'ai jamais pensé qu'en réprimant le pire, on obtenait de bons résultats. C'est en faisant le meilleur. C'est pour ça que je défends toute cette culture classique, pas à la française du XVIIe siècle, mais la culture des grandes réalisations de l'humanité, à l'école, dans la rue, partout. Je voudrais qu'il y ait, par exemple, dans chaque région, un palais de la découverte avec un planétarium, qu'il y ait des musées de l'imaginaire un peu partout, qu'on donne la culture au peuple, comme le voulait Léo Lagrange ou André Malraux. Bon, tout ça, ça coûte un petit peu cher. Et les régions et les finances régionales sont un peu à sec. Elles sont à sec parce qu'on a une société dans laquelle les régions, en particulier, n'ont pas de ressources et les dotations de l'État ont été gelées. Donc c'est tout un système qui, de proche en proche, nous mène aux financiers et à la prééminence acceptée, ce qu'on parlait tout à l'heure, du financier sur l'économique. C'est plus l'économie, c'est la finance. C'est-à-dire, c'est comment on peut, à court terme, gagner le plus d'argent possible en faisant n'importe quoi. Je vais vous faire plaisir, tiens, puisque vous êtes souvent contrarié dans les interviews, dans les émissions. Jean-Pierre Jouyet estime que le contrat à terme sur la dette française, dont on a parlé tout à l'heure, ce produit sur la bourse de Francfort... Eurex. Voilà, l'Eurex, un produit d'une société privée, est un mauvais signal qui nous est envoyé. Alors, voyez, Jean-Luc Mélenchon, M. Jouyet, vous suivent alors? Je trouve que c'est un signal logique de la part de ce système. C'est ce système qu'il faut changer. Le système est en train de faire quelque chose pour sa survie. C'est comme un loup qui cherche à survivre, tue des moutons. Les moutons, c'est les États-nations. Vous voyez un peu dans la peau d'un leader aujourd'hui? Non, je me vois dans la peau d'un éclaireur. Un éclaireur. C'est un peu différent. Un qui essaye d'apporter une lumière sur ce qui se passe et montrer, comme il peut, la voie de l'avenir. Bon, pour revenir juste au petit reportage qu'on vient de voir autour de Lyndon Larouche, il y a quand même des propos qui peuvent choquer les gens quand ils comparent, par exemple, on vient de l'entendre, Obama à Hitler. Ça, vous assumez ce genre de propos? Je l'ai expliqué au moins 20 fois et j'ai pu le faire le mieux avec Yann Barthès, qui a été le plus honnête et qui m'a laissé le temps de répondre. Ben là, on vous laisse le temps de répondre. Aujourd'hui, je répondrai. Si on regarde avec les yeux de 1946, la comparaison ne peut pas se faire. Si on regarde avec les yeux de 1934, oui. Parce que par quoi les nazis ont commencé? Des lois d'exception en ce qui concernait les libertés publiques, destruction des libertés publiques. Aux États-Unis, ça a lieu. Les États-Unis, par exemple, ont l'attentat du 11 septembre. Oui, opportunément, on a tiré cette conséquence-là. Alors que les attentats du 11 septembre... Vous ne croyez pas d'ailleurs à la véracité des faits autour de ces attentats-là? Si, bien sûr que je crois à la véracité des faits. Ça serait stupide de ne pas y croire. Ce que je ne crois pas, ce qui me gêne, c'est qu'il y a 28 pages dans le rapport
Shelby Graham officielle des sénateurs et des représentants américains. Il y a 28 pages qui n'ont jamais été publiées. Et Barack Obama avait promis de les publier aux victimes, il ne l'a jamais fait. Ça, c'est un des problèmes avec Obama. Ce n'est pas le principal, mais c'est un reflet d'une question beaucoup plus générale. Il n'a pas fermé Guantanamo, il envoie des drones partout pour tuer des terroristes, on tue 2 ou 3 terroristes et 20 ou 30 civils, tant pis, hein, c'est un dégât collatéral. On peut, selon une nouvelle loi, le National Defense Authorization Act aux États-Unis, qui vient d'être voté récemment, sur la pression d'Obama et de l'exécutif. L'exécutif américain peut arrêter n'importe qui dans le monde, sous prétexte qu'il est complice d'Al-Qaïda, ennemi de l'État américain. C'est-à-dire que c'est un viol des libertés publiques. Et ça, c'est déjà en place. Plus une politique de santé publique, qui est une politique de triage. Donc on trouve exactement les débuts de ce qui s'est passé dans les années 33, 34. Ce qui caractérise quand même Hitler et le régime au pouvoir sous Hitler, c'est la Shoah, c'est l'Holocauste. Ça, c'est après. Avant, il y a l'engrenage. Vous savez ce que disait le pasteur Niemöller. Il montrait tous les massacres successifs du nazisme et il disait j'étais protestant, je n'ai jamais résisté. Au dernier moment, il n'y avait plus personne pour protester. Donc c'est ce qui s'est passé en Allemagne nazie. C'est-à-dire que pièce à pièce, il y a une destruction. Et donc vous pensez que le régime d'Obama va mener à ce qui s'est passé en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale ? Pour ce qu'ils étaient. On a tué les handicapés physiques et les malades pour ce qu'ils étaient. On les a d'abord privés de soins, peu à peu. Là, et ensuite, on les a tués. On est très loin de Barack Obama. Non, non, il y a un programme. Il a créé une commission pour faire le triage des soins. On a tué les gens pour ce qu'ils sont et vous dites on n'est pas loin d'Obama. Le triage, ils sont malades. Ils étaient malades. Barack Obama se bat quand même depuis plusieurs années pour essayer de faire passer aux États-Unis une réforme de la santé. Qui décide qui va être soigné ou pas lorsque, je ne sais pas, vous êtes en dialyse, en maladie chronique, maladie cardiaque. Mais c'est justement pour pallier à une insuffisance totale de couverture médicale aux États-Unis. Non, elle n'est pas si totale qu'on le dit. Certains avaient des couvertures médicales bien meilleures que celles qu'on va adopter aujourd'hui. Et vous savez, ce qu'avait dit Léo Alexander, qui était je le mentionne toujours parce que c'est très important, c'est un médecin américain qui était expert à Nuremberg sur la question des médecins nazis. Il a dit, dès qu'on chiffre la vie humaine, dès qu'on met un coût à la vie humaine, toutes les dérives les plus terribles peuvent arriver. Donc Barack Obama est en train de faire un génocide aux États-Unis. Il est en puissance quelqu'un, mais les républicains aussi. D'accord. Chacun dans ce système américain qui est en train de s'enfoncer dans quelque chose. Je sais pas, je sais pas si vous avez vu le film de Don Siegel, qui est le film sur l'invasion d'une petite ville par des gens qui, peu à peu, occupent les corps et les gens changent. C'est-à-dire que les gens changent. C'est un film de science-fiction, mais c'est une parabole du McCarthyisme, pas de John McCarthy dont je parlais, mais de l'autre. Mais quelles sont vos lectures, vos passions cinématographiques d'une population qui n'a plus le sens des réalités. Où est-ce que vous puisez vos inspirations ? Je lis la presse américaine, non, c'est pas du tout la science-fiction. Je n'aime qu'un auteur de science-fiction qui s'appelle Philippe K. Dick, dont on reparle aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'il a dit « Je décris des mondes que je décris, c'est pour qu'ils n'arrivent pas ». Et je mets en garde contre cela. Donc je trouvais ça intéressant comme manière de présenter les choses. Alors que les autres vous mettent en condition pour peu à peu perdre le sens des réalités. C'est pour ça que je suis contre les jeux vidéo violents. Ça a été utilisé dans l'armée américaine, c'est maintenant utilisé par les fondamentalistes islamiques, pour mettre les gens en désinhibition du désir de tuer. Et vous savez, c'est ce qui a été fait en réalité, et je l'ai dit, ça n'a pas été la cause, mais ça a été ce qui crée un environnement pour Mera. Et regardez des jeux de décapitation horribles dans le conflit israélo-palestinien, dans les questions du Moyen-Orient. Donc on est en train de... Regardez, hélas, des images siglées Al-Qaïda. On est en train de jouer avec le feu. Voilà. C'est ça que je dis. Jacques Cheminade, on a l'impression que rien ne vous affecte, que tout coule sur vous, que... Vous savez... Quand les gens disent des choses qui n'ont pas beaucoup de sens, ça ne m'affecte pas. De nous? Non, pas de nous. Non, pas de vous en tant qu'être humain. Vous parlez de vous. Non, pas de vous en tant qu'être humain. De vous en tant que communicant des choses qu'on vous a dites, que vous avez vues et des sujets que vous n'avez pas approfondis. Okay. Et je comprends qu'un journaliste n'ait pas le temps d'approfondir les sujets. Nous aussi, je vous remercie. On travaille de temps en temps quand même. Quel est votre programme de campagne là pour les 10 jours qui arrivent? On dit que vous n'allez pas faire de meeting, vous ne faites pas de réunion publique du tout? Ce qu'on va faire, c'est un meeting participatif sur Internet. Vous savez, c'est la méthode de David contre Goliath. On utilise la fronde. Et pourquoi pas organiser de réunions publiques? Parce qu'elle coûte trop cher, d'abord. Vous êtes financé. À partir du moment où vous êtes candidat officiel à la présidence de la République, si vos comptes les banques, le crédit coopératif, validés, le crédit mutuel ne nous a pas financé. On a l'avance de l'État de 150 000 € et des militants qui ont pu réunir à peu près 150 à 200 000 €, 350 000 €. C'est rien. Mélenchon a 5 millions.
les deux grands candidats ont plus de 30 millions. C'est les sommes, d'ailleurs, qui sont les finances publiques, données aux partis chaque année. Donc, il y a un système en France de fermeture politique qui empêche les émergences. Poutou a très peu d'argent, Nathalie Arthaud a très peu d'argent. Le Pen, même Marine Le Pen a très peu d'argent, elle pleurniche tout le temps. Candidat à l'élection présidentielle, quand même, et vous parlez d'un système fermé. C'est très ouvert, au contraire. C'est ouvert en termes, et c'est l'élection ouverte. C'est ouvert si vous avez les formulaires de parrainage remplis par les maires. Et à ce moment-là, c'est ouvert. Et il y a une exception. Et puis si vos comptes de campagne sont validés par le Conseil constitutionnel après l'élection présidentielle, vous êtes quand même remboursé, Jacques Cheminade. Oui, on est remboursé, aussi. en effet. Mais on est remboursé sur ce qu'on a pu dépenser. On ne peut pas inventer des choses qu'on dépense. Et si les banques, vous avez tenu comme nous un langage ou des analyses sur les banques qu'elles n'aiment pas beaucoup, elles tendront à ne pas vous prêter. Et en plus, les banques françaises prêtent à celui qui en a. Si vous allez les voir, vous serez peut-être mal reçu. De quoi vivez-vous entre deux scrutins présidentiels? De ma retraite. De votre retraite? Mais suffisante pour vivre, pour moi. Voilà, l'appartement m'appartient. Certes, l'État l'a hypothéqué pour se garantir... Vous avez été quand même haut fonctionnaire, donc elle ne doit pas être si faible que ça, votre retraite. Si. 1150 €. Je suis parti au bout de 13 ans et demi. Voilà. Et un peu une autre retraite, qui est la retraite de tout le monde, plus une troisième retraite, qui est une petite retraite de consultant. J'ai consultant pour vivoter et survivre. Ce qui fait 1150 € en tout. Moi, ça me suffit pour vivre. Que pensez-vous des signes religieux ostentatoires, selon l'expression Marine Le Pen? Il ne faut pas. Par exemple, sur la kippa, Marine Le Pen estime que la kippa n'a pas sa place dans l'espace public. C'est votre avis? Non, parce que c'est pas tellement ostentatoire. On met ça sur la tête, c'est pas tellement ostentatoire. Un foulard non plus. Quand on cache le visage, la burqa, oui. Parce que la burqa, on cache le visage. Et moi, je partage tout à fait l'éthique du visage, qui était celle d'Emmanuel Lévinas, pour qui le visage humain est le visage de l'autre et ce qui vous définit. Donc vous êtes d'accord avec la loi votée par le gouvernement, la majorité actuelle, qui interdit le port de la burqa dans les lieux publics. Et André Gerin, qui est un communiste, qui l'avait proposé. Exactement. Donc il y avait un accord sur ça. Et c'est un accord, je dirais, laïque. On a l'impression, Jacques Cheminade, en tout cas, que vous prenez plaisir à passer dans les médias à l'occasion de cette campagne présidentielle. Non, ça vous plaît pas? Les gens qui connaissent, non. Parce que prendre plaisir, c'est essayer... Pourquoi se faire tant de mal, alors? Pour défendre des idées. Pour que les idées puissent faire réfléchir. Et pour ça, il faut un certain effet choc, un certain défi, qui fait que les gens se rendent compte tout à coup que leur façon de penser jusque-là était trop... dans les choses convenues et qu'il fallait commencer à faire un effort pour penser un peu autrement et voir plus loin. Donc c'est ça l'éclaireur, c'est ça l'effort d'éclaireur, c'est un effort pédagogique. Voilà, alors les gens qui m'ont vu, tous constatent que je fais un très grand effort de pédagogie. Dans les minutes 30, je suis celui qui est le plus pédagogue. On voit les autres, celle de Hollande, c'est vroom vroom vroom, celle de Bayrou, c'est 4 mesures qui n'ont pas beaucoup de sens entre elles et des images. Il n'y a pas un approfondissement, un effort de pédagogie. On va terminer sur cette image. Vous avez dit tout à l'heure, malgré les controverses, que vous n'avez pas de mentor ou de gourou, mais vous avez un petit côté gourou, non? Parce que quand je vois les jeunes qui vous accompagnent, les jeunes militants, ceux qu'on a vus dans le reportage, des amis qui sont à la porte du studio, non? Ils vous harcèlent. Oui, bien sûr. C'est eux qui vous ont poussé à vous présenter? Oui, en partie, oui. En partie, c'est vrai. D'accord. C'est vrai. Et vous savez, pour moi, il y a des continuités dans l'histoire. Et cette continuité, il y a une chose qui m'a scandalisé dans ce qu'écrit un Régis Debray quand il dit « De Gaulle a inscrit son nom dans le livre d'heures de la France. Maintenant, il est refermé et nous sommes sortis de l'histoire. » Moi, je pense pas du tout. La France n'est pas sortie de l'histoire. La France a un rôle d'inspirateur, d'éclaireur et de catalyseur à jouer. Et moi, j'essaie de pousser la France à le jouer. Voilà, comme je vois la candidature. Sur ce point, la France n'est pas sortie de l'histoire, n'est-ce pas, Perrine? J'espère. Par Régis Debray. Monsieur Cheminade, merci beaucoup. À tous. Bonsoir.